L'accélération de l'histoire, ce n'est pas un concept nouveau. Pierre Nora l'introduisait déjà dans ses fameux lieux de mémoire, il y a plus de 40 ans, avec cette formule qui ensuite est devenue un lieu commun à partir de la chute du mur de Berlin en 89, qui est conjointe, mais on ne le savait pas encore, avec l'émergence d'Internet et d'une nouvelle forme de globalisation. Seulement, Nora, qui est historien, parlait lui d'un phénomène très précis, bien circonscrit, c'est-à-dire un changement du rapport au temps qui était intervenu après-guerre avec un basculement de plus en plus rapide dans un passé qui est définitivement mort. Il y avait un besoin de chaleur humaine après-guerre, d'oublier la boucherie de la Première, de la Seconde Guerre mondiale, et Nora explique que dans le temps, l'arrachement au passé était justement le fruit de cette volonté collective de construire un futur. Seulement, depuis les années 50, depuis l'après-guerre, c'est plutôt l'expression d'une dissolution de l'avenir et de ce qu'on appelle aujourd'hui la dictature du présent. Et cette accélération de l'histoire, c'est d'abord la surabondance d'événements et d'informations qui défilent dans nos vies à un rythme toujours plus effréné, avec de la nouveauté, de l'imprévisible, du complexe, et qui pourtant vont transformer ces événements de plus en plus rapidement en un passé révolu. Et ce sont ces deux phénomènes qui créent des non-lieux et cette fameuse surmodernité qui a été théorisée il y a 30 ans par un anthropologue qui s'appelle Marc Augé. Et ce qu'il voyait Augé, c'est que l'augmentation de la vitesse du flux des événements allait finir par les empêcher de se sédimenter, de se transformer en de l'histoire, et donc empêcher les citoyens de les digérer convenablement. Et il avait raison, parce que c'est l'accélération qui nous a fait perdre ce contact avec la réalité. Baudrillard, qui était un visionnaire, le disait déjà dans un livre qui est sorti avant celui d'Augé, qui s'appelle L'illusion de la fin. Et il supposait, Baudrillard, je le cite, que l'accélération de la modernité technique, événementielle, médiatique, et l'accélération de tous les échanges économiques, politiques et sexuels nous apportait à une vitesse de libération telle que nous avons échappé à la sphère référentielle du réel et de l'histoire. On a vu avec l'élection de Donald Trump que 30 ans plus tard, cet apogée de cette déconnexion au réel pouvait transformer la vie politique, la vie institutionnelle. Seulement, l'accélération de l'histoire, on en parlait déjà après la Révolution française, et pas seulement sur ce volet politique, mais aussi sur des progrès qui étaient de nature scientifique, qui étaient de nature technologique déjà. Il y avait des penseurs qui commençaient à redouter que cette accélération nous mène à notre perte, notamment dans la course à l'armement. Et puis, après-guerre, c'est Daniel Halévy qui a résumé ce débat dans un essai qui a fait date, qui s'appelle l'essai sur l'accélération de l'histoire. Il a modernisé le concept, il l'a théorisé, et derrière, c'est la mondialisation qui va permettre sa diffusion, qui va permettre son emballement. Il va être repris à partir des années 80, notamment par un philosophe allemand qui s'appelle Hartmut Rosa, et qui a produit en 2005 un best-seller, qui est une critique sociale du temps, où pour lui, l'accélération est carrément la catégorie fondamentale de la modernité. Ce livre s'appelle Accélération. Et il raconte notamment un proverbe chinois dans son livre qui dit que l'homme est à cheval sur un tigre qui ne cesse d'accélérer. Et le dilemme de l'homme à cheval sur ce tigre, c'est que s'il tente de freiner, il va tomber, il va être mangé, et s'il se maintient à une allure qu'il ignore, eh bien, il ne sait pas où le tigre va l'emmener. Il est perdu. Et c'est bien souvent notre condition humaine dans ce qu'Habermas a appelé la modernité tardive, et qu'il fait commencer dans les années 70. En fait, c'est une augmentation du rythme, du tempo, si vous voulez, et pas seulement comme Newton l'avait découvert avec son processus physique d'augmentation de la vitesse en fonction du temps. Parce que désormais, on sait que le temps ne peut pas s'accélérer. C'est donc notre vie qui absorbe cette différence. Et il y a, pour Hartmut Rosa, 3 formes d'accélération. D'abord, l'accélération technique, celle que justement on a connue après la révolution industrielle avec les moyens de transport, les moyens de production et les moyens de communication. Vous le savez, il a fallu transporter les matières premières, produire les marchandises et communiquer pour les vendre. Et puis ensuite, il y a une accélération sociale. C'est l'augmentation de la fréquence des changements sociaux. La révolution en est l'archétype, l'acmé. Et enfin, il y a cette accélération dont parle beaucoup Rosa, qui est l'accélération du rythme de vie.
c'est l'augmentation continue de nos activités, de nos séquences psychiques, de nos choix par exemple, au quotidien. C'est, vous savez, ce fameux multitasking qui nous épuise et qui mène de plus en plus de gens, de décideurs, carrément au burn-out. Il y a un philosophe qui avait déjà débusqué ce phénomène à la chute du mur. Il avait débusqué ce paradoxe, c'est Paul Virilio. Il parlait, lui, d'inertie polaire, pour désigner ce moment de l'histoire où elle engendre finalement son propre contraire, c'est-à-dire l'inertie, via des résistances à l'accélération, et via le fait que la société, finalement, ne change pas en profondeur. Ses structures politiques, ses structures économiques ne peuvent plus aller aussi vite que l'histoire en marche. Et ça a des répercussions très graves, notamment sur l'environnement. On les connaît depuis plus de 50 ans maintenant. Et puis, vous savez, c'était le fameux rappeur Midos, je vous invite à le relire parce qu'il n'a pas pris une ride, il date de 72, c'est un rapport sur les limites à la croissance. Et à l'époque, il étudie déjà 5 tendances qui s'accéléraient dans les années 70. L'industrialisation, la croissance démographique, la malnutrition, l'épuisement des ressources premières, des ressources non renouvelables, et la détérioration de l'environnement. Et ce sont ces 5 leviers qui vont permettre d'installer un récit politique, un récit idéologique, même un récit créatif sur ce qu'on appelle la grande accélération, qui en gros va prendre place pendant une vingtaine d'années, depuis une vingtaine d'années, puisque ça va continuer, sur un concept central qui s'appelle l'Anthropocène. L'Anthropocène se produit parce que ces fameuses courbes là, des 5 impacts deviennent exponentielles. Et elles montrent très bien, dès les années 70, les impacts destructeurs de l'homme sur la nature et le fait qu'on ne pourra jamais revenir en arrière. Depuis 2001, on assiste d'ailleurs à une accélération géopolitique de l'histoire, qui se fonde en partie sur cet accroissement des menaces naturelles, mais aussi sur l'accroissement des menaces que sont le terrorisme, bien sûr, avec le 11 septembre qui a été un choc pour le monde entier, et pas seulement l'Occident ou l'Orient, mais aussi sur les équilibres économiques. On l'a vu avec l'adhésion de la Chine à l'Organisation mondiale du commerce en 2001, et désormais avec sa contestation du leadership américain. On voit aussi désormais, notamment à la droite de l'échiquier politique, et dans les médias qui ont été transformés par Rupert Murdoch et ses enfants spirituels, des discours climato-sceptiques qui disent qu'on vit finalement une espèce d'hallucination collective et que chaque époque en fait a connu son sentiment d'accélération qui produit mécaniquement un besoin de lenteur, une réaction. D'autres parlent même, vous vous en rappelez peut-être, d'Amish pour caricaturer ceux qui s'opposaient à une certaine vision californienne, start-upesque du progrès technique. Et le député François Ruffin en a même tiré un livre vraiment intéressant sur ce débat, notamment autour de la 5G, autour de Huawei, qu'il a appelé leur progrès et le nôtre. Parce que l'histoire, l'accélération, le progrès, ce ne sont pas des catégories neutres, ce ne sont pas des concepts apolitiques. Et toujours est-il qu'on peut quand même voir ce fil entre la révolution industrielle, vous savez, c'est l'apparition des chemins de fer. À l'époque, le pape Grégoire XVI les appelait même les chemins de l'enfer, au XVIe siècle. Et puis, notre société, où on change aujourd'hui entre 13 et 15 fois de métier, d'emploi au cours d'une seule vie. Donc, il a bien fallu un discours d'accompagnement. Et ce discours, très longtemps, ça a été le modèle du décollage économique. C'est un Américain fervent anticommuniste qui s'appelle Walt Rostow, qui a théorisé en 1960 les 5 étapes de ce qu'il appelle le take-off. Et ce take-off, ce décollage économique, va sous-tendre toute l'époque de la guerre froide entre les sociétés occidentales et les non-alignées. Il y a d'abord dans ces étapes la société traditionnelle, celle où les hiérarchies sociales sont figées et où le peuple, qui vit de l'exploitation de la terre, se révèle hostile au progrès. Et puis peu à peu, le taux d'investissement tend à être à peu près le même que celui de la croissance démographique, et donc le changement devient plus facilement accepté, et la croissance économique se met à dépasser la démographie, notamment grâce à la révolution agricole, une révolution technique. Et puis la force de travail se retrouve donc réaffectée à d'autres secteurs productifs, et on assiste aux premières formes d'accumulation du capital, de capitalisme. À l'époque, on éduque, on commence à diffuser des compétences techniques, des compétences sanitaires, et c'est ce qui va donner lieu à des bouleversements à la fois politiques, mais aussi religieux. C'est la réforme, évidemment, pour les protestants, c'est les révolutions en Grande-Bretagne et en France, et c'est la guerre d'indépendance américaine. À partir de ce moment-là, on arrive dans l'étape la plus courte, la plus décisive, la plus contenue, celle que théorise justement Rostow
comme le fameux décollage. Ça dure une vingtaine d'années à peu près, et c'est à ce moment-là précis où les investissements deviennent massifs dans l'industrie pour permettre d'infléchir à la fois rapidement mais surtout durablement le rythme de croissance. Et à l'époque, on est passé de 0,2% en moyenne de croissance par an, globalement avant le XVIIIe siècle, pour atteindre au XIXe siècle 1,2% de croissance par an. Aujourd'hui, on estime ces chiffres comme les plus bas possibles. On a vécu des années à 2, 3, 4% de croissance dans le monde. Et une soixantaine d'années plus tard, on voit de nouvelles industries venir se substituer à celle du take-off, du décollage. C'est la deuxième révolution industrielle, celle où les niveaux de vie s'améliorent et rendent le processus de croissance, dans l'idéal en tout cas, autosuffisant. C'est-à-dire que lorsque l'accélération économique se traduit dans un processus d'accumulation générale, c'est lui qui va produire un accroissement du revenu des ménages, des travailleurs globalement, et aussi des capitalistes, parce que tout le monde se met à posséder un peu de capital. Et Rostow dit que cette société atteint une maturité, c'est-à-dire qu'elle est prête à la production de masse. L'accélération économique s'étend alors à tout un tas d'autres secteurs qui n'avaient pas encore décollé. C'est la fameuse pyramide de Maslow, on va de plus en plus loin dans les besoins. Et l'investissement pèse à ce moment-là entre 10 à 20% du produit intérieur brut, de la richesse nationale. Et c'est quand cette part commence à décliner, parce que un plus grand nombre de ressources se retrouvent fléchées vers la consommation, vers le désir, la société de consommation, qu'on atteint la cinquième étape, c'est-à-dire la consommation de masse. C'est l'étape que vous connaissez tous, on a quasiment tous vécu dans cette étape-là. Le pouvoir d'achat y est mieux réparti, et finalement, c'est l'horizon, selon Rostow, de tous les régimes. C'est celui que les Américains ont connu dans les Roaring Twenties, les années folles des années 20. C'est celui que l'Europe a connu après la guerre, dans la reconstruction, dans les 30 glorieuses. Et on sait bien sûr, depuis, que certains pays qui ont connu ce rattrapage économique, notamment avec la globalisation, ont sauté certaines étapes. Parfois dans un but écologique, parfois en s'appuyant sur des progrès techniques qui ont donné plus de productivité à leur industrie. En tout cas, de très nombreux philosophes et économistes ont pris ce sujet sous divers angles. Et tous y font débuter cette accélération au premier tiers du XIXe siècle. Alors, soit avec l'industrialisation, soit avec les Lumières. Mais que ce soit le but technique ou le but philosophique, c'est à ce moment-là que les penseurs datent le début de l'accélération. Foucault, par exemple, parle d'âge de l'histoire. Karl Klovitt parle de politique de la sécularisation, la sortie de la religion. Habermas, lui, parle du projet inachevé de rationalisation. Castoriadis parle du projet d'autonomie. Marcel Gauchet, plus récemment, parle de l'avènement de la démocratie. Et Paul Ricoeur, lui, parlait d'une tendance à l'auto-célébration. Mais globalement, on pourrait appeler cette période les temps modernes. C'est la postmodernité ou la modernité tardive qui se caractérise par la fin des grands récits. Il y a un grand penseur qui s'appelle Reinhard Koselleck et qui a théorisé comme personne l'accélération. Pour lui, elle se situe entre 1750 et 1850 et son époque charnière, il l'appelle en allemand le Sattelzeit, ça veut dire le col qui permet de passer de l'autre côté d'une montagne. Parce que pour lui, pour Koselleck, tous les concepts sociaux et politiques fondamentaux de la modernité se sont mis en place sur cette période. Cette période d'environ un siècle a été un passage entre la fin de l'histoire immobile moderne et l'histoire contemporaine. C'est ce qu'on voit aussi quand on regarde de plus près cette société. C'est que plus une société va vite, moins elle a le temps de se retourner sur le passé et moins elle a le temps d'anticiper l'avenir. Parce qu'elle est finalement prisonnière de son présent. Un peu comme quand vous êtes dans un TGV et où personne va tirer sur le signal d'alarme. C'est la Révolution française qui a été l'élément déclencheur de cette accélération. Parce qu'elle va, par l'exemple, permettre d'abolir l'esclavage qui était contenu en puissance dans l'esprit du christianisme depuis près de 18 siècles, mais qui s'était jamais traduit politiquement dans le droit, dans la société. Et ensuite, nous sommes rentrés dans une crise sans fin où la guerre a aussi été un extraordinaire facteur d'accélération tout au long du XXe siècle. Les guerres, bien sûr, mais aussi les révolutions. Ça a toujours été, avec les crises qui les précèdent ou qui les suivent, les locomotives de l'accélération de l'histoire. Le capitalisme aussi a été un facteur très très puissant d'accélération. D'abord d'accélération de la production, via ce qu'on a appelé les cadences de travail, vous savez, c'est le film de Charlie Chaplin, et puis via la distribution des marchandises. On en parlera un peu plus tard avec l'appareil commercial, mais aussi avec ce que Marx appelait
l'anéantissement de l'espace par le temps. C'est pas son côté einsteinien, mais c'est comme il voyait la révolution prolétarienne, c'est-à-dire comme une révolution justement dans la relation des individus au temps, et notamment, on en parlera plus tard, au temps libre et bien sûr à l'aliénation du travail à la chaîne. Koselleck dit d'ailleurs que l'accélération, dans sa forme technique, est fondée sur une dénaturalisation de l'expérience du temps. L'expérience des institutions, mais surtout l'expérience de vous, de moi, des gens, de nos ancêtres. Cette dénaturalisation de l'expérience du temps, elle a commencé il y a très longtemps, au XIVe siècle, avec l'invention de l'horloge à échappement. Parce qu'elle a livré finalement un temps qui était abstrait, qui était déconnecté du temps de la nature, qui était indépendant de l'alternance du jour ou de la nuit ou des variations saisonnières qu'avaient connues les paysans, les mineurs, les ouvriers. Et ce sont finalement ces horloges mécaniques qui ont rendu possible au Moyen-Âge l'accélération du rythme de travail qui déjà menait à des cadences infernales. Rappelez-vous les canuts. Et puis, après un très long temps de paysannerie, où, vous savez, leur vie était rythmée par les travaux des champs, qui étaient très durs, mais qui étaient alternés. D'abord, il y avait donc les moissons, et puis il y avait des moments d'oisiveté, presque de contemplation de la nature. Et c'est au XVIIIe siècle la machine à vapeur, le chemin de fer, le télégraphe, l'électricité même au XIXe, ensuite l'automobile, l'avion, et puis les moyens de télécommunication qu'on connaît aujourd'hui comme le téléphone, Internet, la télévision, qui vont en 50 ans nous faire atteindre un plafond. On le voit par exemple dans les avions. Ça fait un demi-siècle que la vitesse des avions n'a pas changé. Le Concorde, qui était le seul avion supersonique, n'est plus en service depuis 20 ans. Et aujourd'hui, il y a des startups qui essayent de remettre en place des avions supersoniques, mais elles ne trouvent pas forcément la martingale. Et l'Hyperloop, vous savez, le projet qu'avait imaginé Elon Musk il y a 10 ans, n'a toujours pas vu le jour, et ceux qui portent ces projets sont en train de les abandonner. On voit aussi dans la vitesse de débit d'Internet, avec la fibre optique qui se déploie maintenant dans le monde entier, qu'on a atteint à peu près un point. Seulement, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'il aura fallu seulement 40 ans pour que 80% des ménages français aient accès à l'Internet, qui est en fait le bébé de l'ARPANET qui avait été créé en 69, alors que pour la voiture, 80% des ménages français, ça avait pris 2 siècles. Seulement, Internet, c'est pas un bien de consommation comme un autre, parce qu'il diffuse des informations. Et donc, il va accélérer la diffusion de ces informations, aussi la surabondance des événements qui sont souvent générés par les médias, et conforter ce sentiment qu'on a tous que tout va trop vite, que tout va plus vite qu'avant, et finalement nous donner le sentiment d'une accélération de l'histoire qu'on vivrait en direct. Les pays moins développés, les pays en cours de développement, eux, ils veulent rattraper leur retard. Et ils ont dû passer aussi par cette phase d'accélération. Seulement, ils ont pu parfois bénéficier de l'expérience des premiers. Seulement, notre expérience, il faut bien comprendre que c'est l'attente des autres. C'est leur attente en termes de consommation, en termes de mode de vie. Ce qui constitue aujourd'hui un extraordinaire potentiel de conflit. Puisque si l'expérience et l'attente s'entrecroisent, il y a violence symbolique. Et cette différence de mode de vie, on ne parviendra pas à la dépasser, à la résorber grâce à l'accélération seulement. C'est d'ailleurs ce qui fait la fortune de tous les fabricants de produits de luxe, notamment français, qui ont compris ça il y a quelques décennies et qui ont fait de ces pays en voie de développement des formidables relais de croissance. Seulement, ce thème de l'accélération, il est aussi très ancien, puisqu'il était déjà présent dans les discours apocalyptiques, et notamment ceux sur l'accélération de la fin des temps, ces discours qui remontent au christianisme primitif, à l'Ancien Testament. D'ailleurs, on le retrouve dans les pensées millénaristes, comme on les appelait au Moyen-Âge, et puis ensuite dans le protestantisme vraiment du début, celui de Luther. Cette accélération, à ce moment-là, c'est d'abord le raccourcissement des temps, ce raccourcissement finalement que seul Dieu peut faire advenir. Il peut le faire advenir parce qu'il va rendre les temps plus rapides en attendant le jugement dernier. C'est ce qui est dit dans les évangiles, quand en gros la Bible dit que le retour du Christ va être précédé, va être annoncé par des catastrophes, par des guerres, et que Dieu finalement va abréger cette période, et l'abréger pour éviter de faire souffrir ou de faire mourir ceux qu'il aura choisis, les élus. L'accélération est donc à l'origine un présage, mais aussi un don qui n'est offert que par Dieu, qui peut nous rapprocher, qui peut rapprocher les croyants du salut.
Et après la victoire du Christ sur l'Antéchrist, c'est cette dialectique, ce combat, eh bien, on arrive dans le règne qui finalement, ce règne qui précédait celui du Christ, c'est-à-dire celui où une histoire se ralentit et laisse la place à un règne de paix, de bonheur pour les élus, pour un règne qui, selon la Bible, doit durer 1000 ans et qui va s'intercaler entre le retour de Messie et le jugement dernier. À l'époque, on cherche à retarder la fin des temps. Et Carl Schmitt, le penseur allemand, notamment de la distinction entre amis et ennemis, parle dans le Nomos de la Terre d'une force qui va retenir, une force qui retient, elle s'appelle le catéchone. Elle est utilisée par saint Paul dans la Bible, et pour Schmitt, ce catéchone, c'est en fait la centralisation du christianisme à Rome, avec ce pouvoir juridique, policier, cette organisation militaire, qui devait permettre de faire respecter l'éthique orthodoxe. Et puis, d'une catégorie d'attente, l'accélération va finalement devenir un concept d'expérience avec la modernité. D'abord dans la révolution industrielle, et puis ensuite dans la révolution française, dans l'esprit des Lumières qui va se propager dans la majeure partie du monde. Les progrès à l'époque se produisent de plus en plus vite, et c'est cette accélération qui promet finalement de réaliser sur Terre ce fameux règne de paix et de bonheur, cette harmonie, ce jardin d'Éden, tout en s'émancipant d'un quelconque Dieu divin. C'est la sécularisation du projet de la société politique, c'est la démocratie. Et le but des progrès ainsi accélérés, c'était à l'époque la domination de la nature et l'auto-organisation de la société. C'est un peu le rêve de Rousseau, celle d'une société qui va se constituer politiquement, celle du contrat social. L'homme, à l'époque, ne cherchait plus son salut à la fin de l'histoire, mais dans son accomplissement, dans sa vie même. Et cette évolution, d'ailleurs, va se faire sur 2 phases. La première, c'est lorsque la foi chrétienne va stimuler les espérances d'accélération au XVIe et au Xe siècle, dans la foulée de la diffusion de la Bible grâce à l'invention de l'imprimerie. Et puis ensuite, c'est les sciences de la nature et les inventions techniques qui vont prendre le relais dans les siècles suivants. Mais le noyau dur de l'expérience de l'accélération, c'est finalement d'être au cœur de la modernité et de provenir du formatage de la société par la technique et par l'industrie, et, pour une fois, pas par la religion. C'est finalement la division du travail, la productivité, les transports aussi, les communications, les télécommunications, qui ont fait de l'accélération de l'histoire un phénomène inédit jusqu'alors, un phénomène scientifique de la modernité. Pour Koselleck, la modernité, elle veut littéralement dire, en allemand, les temps modernes, c'est-à-dire l'expérience de la nouveauté à travers l'accélération évidemment du rythme, de leur rythme d'apparition, ces nouveautés, c'est à peu près le XVIIe siècle, et aussi à travers les changements qui vont s'accélérer d'abord au niveau des événements, mais aussi au niveau des structures politiques, et ça, vous les connaissez, c'est la révolution, qui vont se produire sur des périodes finalement beaucoup plus courtes qu'avant, des périodes de crise, de révolution, technique et politique. Et c'est parce qu'elles surviennent aussi rapidement que ces mutations structurelles de la société deviennent justement perceptibles. Elles deviennent perceptibles pour les citoyens, pour les institutions, dans le cadre d'une expérience. La Révolution française, à l'époque, constitue l'apothéose de cette modernité des temps modernes, avec des changements de structure des institutions extrêmement profondes en une seule décennie. Même aujourd'hui, ça nous semble inconcevable. Et à l'époque, ça a été un choc extrêmement durable pour l'humanité tout entière que la Révolution française. Aujourd'hui, toutes les révolutions, d'ailleurs, se revendiquent encore de ce projet, de cette radicalité. Et le projet d'une planification rationnelle de l'avenir, à cette époque-là déjà, prend le pas sur les conceptions apocalyptiques, sur cette attente de la fin des temps, qui laisse place à l'attente d'un temps nouveau. À l'époque, le pronostic succède à la prophétie, grâce notamment aux politiques des États modernes, notamment en Europe d'ailleurs, qui veulent mettre fin aux guerres de religion. Et aujourd'hui, dans l'émergence de ce qu'on appelle les déclinologues, c'est aussi ça, cette vision presque religieuse, presque mystique, magique au réel qui se joue. Au siècle dernier, on peut dire que l'accélération est devenue la catégorie historique globale, celle qui, pour en faire une arme critique contre la modernité d'ailleurs, est devenue une loi, un principe qui synthétise des phénomènes qui sont très divers, parfois qui n'ont absolument rien à voir,
Et en plus, cette accélération spécifique est devenue un processus. Daniel Halévy l'a résumé, l'a conceptualisé. Pour lui, l'accélération de l'histoire, elle a carrément pour fonction d'englober, au XXe siècle, tous les processus politiques, culturels, économiques, scientifiques et technologiques, même capitalistiques, on pourrait dire économiques, qui sont censés converger dans une seule et même direction, cette fameuse grande convergence. Mais au cours de cette évolution, on voit bien qu'elle passe d'un process qui est doué de finalité à une accélération sans télos, sans finalité globale, sans grand but. Espéré ou redouté d'ailleurs, c'est l'un et l'autre. Mais l'accélération, aujourd'hui, n'est plus vécue finalement que comme un simple fait, voire comme un problème qu'on ne peut plus maîtriser. D'ailleurs, parce que ce n'est plus aujourd'hui une espérance, ce n'est plus un levier politique, un levier concret que cette accélération. C'est devenu un concept postmoderne qui finalement succède à celui de Koselleck, à celui qui finalement se reconnaît à son détachement du grand récit du progrès. Hartmut Rosa va le résumer en disant que l'accélération a perdu au fil du temps son déterminant et son référent, pour finalement ne devenir plus que l'accélération tout court, et non, comme on l'avait connu, l'accélération de quelque chose, l'accélération d'une technique, l'accélération d'un changement politique. Et il faut bien comprendre que ça ne s'est pas produit dans une succession, mais dans une accumulation, dans une stratification, dans le pur esprit du modèle justement de la simultanéité du non contemporain tel que Koselleck l'a pensé, l'a théorisé, l'a écrite. Koselleck, il pense qu'un concept peut contenir plusieurs significations au même moment, tout en datant de périodes historiques complètement différentes. Il y a une espèce de continuité, de longue traîne, on appellerait ça aujourd'hui. Et lorsque la première forme historique de l'accélération, cette fameuse réduction du temps, finalement n'avait qu'une signification religieuse en fait pour les croyants, eh bien on voit que la seconde, l'augmentation des vitesses, l'augmentation des rythmes, elle s'est chargée d'un sens politique et d'un sens technique qui va toucher l'ensemble de la société. C'est ça qui va donner lieu à une accélération généralisée, une troisième forme historique de l'accélération si on veut, qui inclut trois aspects, y compris celui de la fin de l'histoire qui se retrouve avec l'hypothèse un peu des catastrophes, l'hypothèse catastrophiste, celle de la peur, du choc nucléaire, du choc climatique, dans un nouveau récit qui se développe depuis une vingtaine d'années, dont on va parler tout à l'heure, qui s'appelle l'Anthropocène.